Chaque semaine, on retient 3 actus, parfois un peu plus, qui ont attiré notre curiosité. Métro, auto, vélo, toutes les mobilités sont au programme de Plein Phare, notre talk show en direct dédié à la mobilité. Ça se passe tous les mardis soirs à 19h sur Twitch. Si vous voulez nous rejoindre en direct, on vous met le lien de la chaîne en description. Plein Phare, c'est aussi des débats, des invités et plein d'autres thématiques à découvrir tous les mardis soirs. D'ici là, donne-nous ton avis en commentaire sur ces actus de la semaine. Abonne-toi pour nous soutenir et bonne route! On va démarrer avec les actualités de la semaine, du coup, Guillaume, et notamment la voiture de l'année. Oui, c'est la nouveauté de l'année même. La nouveauté de l'année. L'information qui va durer toute l'année, puisque pour la seconde fois de sa carrière, c'est la Toyota Yaris qui remporte le prix cette année. Un peu une surprise, puisqu'on avait d'autres véhicules qui étaient tout aussi intéressants, et du coup le résultat est plutôt serré, puisque la Toyota Yaris gagne pas avec une si grande avance que ça. Alors forcément, j'ai pas noté les chiffres là en pensant que c'est 26 points, 240 points pour sa numéro 2, la nouvelle Fiat 500 que tu aimes tant, Adrien, et 266 pour la Toyota Yaris. Oui, qui l'emporte. 266 pour la Toyota Yaris. Merci, et la Formentor est un point derrière. Oui. La Fiat 500, une bonne surprise. Effectivement, surtout vu le prix, parce que d'ordinaire, enfin quoique bon... 500 n'est pas non plus très offerte, mais d'ordinaire le prix de la voiture de l'année, quand on sait que l'Astra l'a eu, que même la 208 l'an dernier l'a eu, c'est aussi le prix de la voiture qui est aussi la plus moyenne ou celle qui est accessible. Un Formentor, c'est pas vraiment accessible. C'est clairement pas donné, on parle d'une voiture qui est quand même autour des 45 000 euros. Et puis il y avait une C4 derrière qui était aussi innovante, aussi même électrique, puisque par exemple le Formentor ne l'est pas, il est hybride rechargeable. Donc le procès à chaque fois, le COTI, COTI Car of the Year, ça n'est que pour les voitures électriques. Bah non, cette fois-ci la Yaris c'est une hybride seulement. Il faut rappeler aussi quelques années, le Jaguar I-Pace était ex-aequo avec l'Alpine A110 à 250 points. Non, t'as pas le droit de rappeler cet événement. Si, on est obligé. Mon cœur saigne. Il saigne. Ah oui. Non, en soi. Me demandez pas de faire que simuler parce que sinon ça va mal tourner. Tant que ça ne tourne pas au simulacre, tout va bien. Oh là là, Guillaume, tu te mets au jeu de mots toi aussi. Bon, on essaye. Ah bah là, clairement. Ah voilà, donc le visuel de la voiture. Avec les principaux pays, donc là voici la Yaris, 266 points, on a repris un visuel de la présentation. On peut se réjouir quand même, elle est fabriquée à Valenciennes. C'est ce que j'allais dire, elle est fabriquée chez toi en plus, dans le Nord. Tout à fait, pas tout à fait chez moi, le Nord c'est un grand département. Oh là là, les nordistes, qu'est-ce qu'ils sont tatillés. Après, 2 heures de route pour aller jusqu'à l'usine de chez moi. Mais voilà, c'est le Nord. Célia a dit que c'est la pire ville, Saint-Etienne. Valenciennes, pardon. Saint-Etienne, c'est... Saint-Etienne, c'est... Oh là 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 là. C'est pas ouf non plus. Alors, j'ai jamais mis les pieds à Valenciennes, j'ai traversé plusieurs fois, mais jamais sans m'arrêter. Non mais voilà, la Yaris gagne. À l'époque, la Yaris avait gagné avec plus de points. Ensuite, on a la Fiat 500e. 240 points, on est proche, on est juste derrière. C'est vrai que tu l'avais fortement apprécié. Moi je l'adore, j'ai eu l'occasion de la conduire et je verse ma petite larme, tu vois, je n'ai pas le cœur qui saigne comme François, mais quand même cette voiture, moi je l'ai beaucoup appréciée. Il faut savoir que la précédente avait été aussi élue voiture de l'année. On a pris une couleur qu'on évoquait avec Romuald dimanche, puisqu'on en a croisé une dans la rue et il l'a trouvé très très chic. C'est pour ça qu'on a choisi ce visuel très chic. Elle est très belle. J'ai un petit détail à rajouter sur la Yaris. Elle est donc fabriquée à Valenciennes. Ça a aussi été la meilleure vente européenne en janvier. Tout à fait. Donc, rappel aux constructeurs français qui nous disent avec un sérieux managérial qu'il était évidemment impossible de faire de la rentabilité sur les segments B. Regardez ce que font les Japonais. Apparemment, eux, ils y arrivent. Et bon, évidemment, prenez-le bien. Et ensuite, elle ne sera pas malheureusement cette 4e génération que française. Puisqu'elle aura aussi un petit complément de production qui, je ne sais plus s'il a été annoncé, mais sera fait en République tchèque, dans l'actuelle usine de Kolín, ex-Toyota Peugeot Citroën, puisque Peugeot Citroën s'en est retiré, et que le complément de production aux côtés de l'Aigo, et ensuite, une fois que l'Aigo aura quitté le marché, sera celui de la Yaris, qui reste une voiture mondiale, vous en trouvez partout dans le monde, et celles qui sont vendues aux États-Unis, il n'y en a pas des masses non plus. Ça reste des Toyota françaises. Oui, et puis il faut rappeler aussi que la Toyota Yaris va être rejointe par la Toyota Yaris Cross sur les lignes françaises, donc à un moment il faut aussi faire de la place. Ah bah oui. Et effectivement utiliser la capacité de production qui a quitté PS. Absolument. Donc en 3e position, on a la Cupra Formentor, ce qui est assez étonnant puisque Seat n'a jamais été aussi bien placé, il me semble, dans le classement. Et Cupra arrive avec son premier modèle et hop, top 3, juste, mais vraiment juste derrière la Fiat 500.
Moi j'aime beaucoup cette voiture, elle a été présentée avec un 5 cylindres, on a déjà évoqué la disparition des 5 cylindres et finalement Cupra nous remet un 5 cylindres sur son moteur en version sport. Cette couleur je la trouve plutôt sympathique. Ça lui va bien et Stig souligne dans le chat que ce n'est pas une Seat, un Cupra. Oui. Mais... Tu as dit Seat, lapsus révélateur. Peut-être. Mais non, mais tu. J'ai fait la comparaison. J'ai fait la comparaison parce que Seat ne l'avait pas eu aussi mon classement et Cupra, la marque sœur, est arrivée juste en embuscade. Petit tacle d'Eric. On n'y coupera pas. C'est vrai. On compte toujours les jeux de mots de François. Non, arrêtez. Celui-ci était moisi. Bah, il compte quand même. Voilà. Et ensuite, dans le classement, on a les 42e. 4 autres véhicules que sont la Volkswagen ID3, donc 224, on n'est pas très loin derrière. Skoda Octavia, Land Rover Defender, 164 points, c'est un peu faible et surtout on peut être un peu déçu de la Citroën C4, 143 points. C'est un dérivé de la 208, donc est-ce qu'elle le paye un petit peu ? Ouais, mais le lourd de tacle quand même pour la C4 là. C'est pas la première fois en plus, le C5 Aircross il s'était mangé un bon poteau aussi lors de l'année de l'élection de la e-Pace contestée par l'Alpine A110 ex-aequo. Je crois qu'il est arrivé dernier. Il est arrivé dernier, là, il y avait la Cassie donc, qui était très bien placée également à ce moment-là. Troisième à très peu de points, c'était vraiment une année à résultat serré. Et justement, on voulait voir justement un petit graphique juste après pour regarder justement cette courbe de points. Et en fait, on voit que la Yaris finalement est un peu en deçà de la moyenne. Alors, on a pris la moyenne depuis le début de la création de la voiture de l'année européenne. On avait moins de points au départ, on avait moins de journalistes, donc il y avait moins de points attribués. On voit aussi que par rapport à la Yaris en 2000, il y a beaucoup moins de points, parce qu'elle avait 344 points à l'époque. Le orange est peut-être un peu faiblard, un peu au centre à gauche des années 2000. On a la Prius qui avait fait mieux, 5 ans après, en 2005. Et là, la Yaris qui se positionne, on peut penser que les voitures étaient de bonne qualité ou un peu toutes moyennes, on ne sait pas comment l'interpréter. Et du coup, on a voulu regarder aussi un petit peu en arrière, de savoir c'était quoi les meilleurs scores pourquoi pas jusqu'à présent. Et en fait, on est assez surpris puisque c'est une voiture française. Est-ce que vous savez quelle voiture française a pu avoir le meilleur score? Je peux tenter. Tente. Un talent fou. Et on va aller voir si un talent fou, normalement, il y en a un dans les commentaires qui saura ce que c'est. Elle a un talent fou. Un talent fou! J'ai un doute, mais je pense que c'est la bonne marque. Ah, mais c'était même le slogan de la voiture. Oui, mais j'ai un petit doute par rapport à associer le slogan à la voiture. Yes! Il y en a un qui a trouvé, bravo Eric. Moi, je n'aurais pas trouvé personnellement la Peugeot 405 en l'occurrence. Oui, une voiture somme toute classique. Une petite sportive de 4,40 m. Familiale, c'était à peu près sa petite. Aujourd'hui, c'est des compacts. Oui, pour aujourd'hui, c'est vrai. Donc 464 points, c'était en 1988. Alors certains d'entre vous n'étaient pas nés. Moi oui, ça fait mal. Et puis, elle est toujours commercialisée en Iran. Alors, bon courage pour aller en Iran et surtout pour en revenir. Et en Azerbaïdjan. Bon, même si ces derniers temps, les Azeris ont des tendances un peu expansionnistes et qui ne sont pas tout à fait agréables, elle est encore produite là-bas sous le nom de 406. Et en propulsion ? La propulsion, je crois qu'elle s'est arrêtée en Iran en 2011, un truc comme ça. Mais quoique, il y a un pick-up, c'est pas impossible qu'il soit propulsion. Ok, et ensuite, qu'est-ce que ça pourrait être en second ? Non mais regardez pas les fiches, les détails. Oh mince, on avait les réponses. Faut pas tricher. Mais on en a parlé la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière dans le thème de Berlin. Oui, voilà. Dans le chat, voilà, cette voiture, ça a été la voiture de l'année 98, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai pas noté l'année là. Elle a été la première avec un moteur diesel Common Rail. D'accord, elle est italienne. Voilà, il y a trop de détails. Bah oui, 56. Effectivement, le Alfa Romeo. Bravo. 156 avec 454 points. Donc 10 ans plus tard. Encore une petite berline finalement. C'est vrai. Une petite familiale. Comme quoi les berlines ont de l'avenir. Mais oui, on en parlait la semaine dernière. C'est l'inverse même. Mais si elles ont. Leur avenir est uniquement dans le passé, ça c'est une autre question. Voilà. Mais allons. Il y en a, il faut noter aussi que ces deux berlines ont été avec un dérivé break et avec une espérance de version coupée autant pour l'une que pour l'autre qui n'est jamais arrivée malheureusement. Mais c'est comme ça. Et la troisième, toujours dans la même période, qui est une américaine. Une américaine conçue en Allemagne. Elle est nommée américaine, il faut savoir que c'était une voiture mondiale.
Ah oui. Mais sur Facebook, on a posté quelque chose sur la Fiesta avec un moteur EcoBoost 155 cette semaine. Oui. Et au bout d'une minute, on avait comme commentaire, c'est pas une voiture américaine, c'est une européenne. Alors, je préfère déminer, oui. Conception allemande, effectivement, Eric, la Focus. Et la Focus, pour ceux qui l'ont vu au Mondial de l'automobile en 98, trônait sur un des promontoires de Ford, une version 4 portes couleur bordeaux, mais avec un pare-choc arrière américain. D'accord. Il y avait un petit anachronisme sur la version, puisque... Ils ont peut-être pris les pièces qui restaient parce qu'elle avait été abîmée au montage. Peut-être elle n'avait pas les catadioptres, les feux de position plutôt. Mais elle avait ces fausses protections un peu épaisses qu'avait la version américaine et pas la version européenne. Voilà, donc Eric, retourne à tes archives, à tes photos. Et c'était en 98 pour répondre à Célia, et non, la Mondeo, a priori, elle a été voiture de l'année, oui. Oui, elle a été voiture de l'année. Pas avec un aussi gros score. Pas dans les gros scores. Dans les gros scores, on a la Golf 7 en 2013, l'Audissan en 83, la Prius, on en parlait tout à l'heure, avec 406 points, et aussi le Renault Scénic, mais je crois que j'avais fait une erreur, c'était 405, il me semble, de points, mais pas 406. C'est pas grave. C'est pas très grave. Non. Après, on a encore quelques petites questions. Oui. Est-ce que vous allez savoir y répondre? Quel est le top 3 des marques les plus titrées? On vous laisse répondre dans les commentaires. On vous laisse répondre. Et Guillaume, j'ai une question, quand même, une autre question par rapport à celle-ci. Comment ça marche l'élection de la voiture de l'année? Qui élit la voiture de l'année? Alors, on a un nombre de journalistes automobiles. 59, avec un peu une surreprésentation de certains pays. Alors j'ai plus tout en tête. J'avais pensé à le détailler, mais je ne pensais pas que tu me poserais cette question-là. Je peux tenter, cela dit. Effectivement, je pense que François sait mieux répondre que moi. Alors, normalement, je crois qu'au début, il y avait que 5 pays. D'accord. Les 5 pays de la communauté européenne, ou 6. D'où le fait que le logo n'a jamais vraiment changé avec ces 7 bannières. On ajoute en plus la Suède et l'Angleterre qui n'étaient pas membres fondateurs de l'Union européenne, ni d'ailleurs l'Espagne. Et donc, chaque pays a d'ailleurs plusieurs journalistes. En France, le journaliste leader du Carrosse de Hire, c'est le responsable de la rubrique automobile et industrie automobile de Challenge, Alain-Gabriel Verdevoix, qui ne nous regarde pas, mais que l'on salue quand même. Et ce cher Alain Gabriel, ainsi que de très nombreux autres journalistes, si vous lisez le logo Carrosse de Hire en très grand, c'est marqué l'Auto In Magazine. L'Auto In Magazine a aussi son mot à dire. Au total, je crois qu'on est à 11 journalistes en France qui votent pour le Carrosse de Hire, ou peut-être 9. Et le plus gros pays qui en amène, c'est l'Allemagne et probablement l'Angleterre aussi. Et on peut même faire une sociologie. Au total, il doit y avoir une vingtaine de pays maintenant qui votent pour ce prix, 23 peut-être. D'accord. Ça, c'est une tentative au dos mouillé. Merci de me tacler dans les commentaires si je me trompe. Et surtout, chaque pays a plus ou moins une capacité à lire dans les résultats qu'il va donner. On peut estimer par exemple que les pays d'Europe centrale sont assez rationnels, ils aiment bien les compacts, généralement en plus quand elles sont fabriquées dans leur pays ça les arrange, d'où la Kia Ceed qui à un certain moment en 2017 s'était révélée très très haut. 2018 s'était révélée très haut puisqu'elle est fabriquée à Žilina en République tchèque. Elle avait été très bien notée aussi par les Espagnols. Et effectivement, et puis il y a d'autres pays qu'on attend un peu plus foufou, c'est le cas des Anglais. Leur Jaguar I-Pace n'a absolument pas été élu par les Anglais qui avaient tout misé sur l'Alpine A110 et les Français n'avaient rien misé dessus. Voilà. Merci la France. Et ça se prononce bien Žilina, oui. Mes années linguistiques sont loin. Mais tout à fait raison. Et au-delà de ça, quand je disais tout à l'heure que c'est une attente d'un modèle qui est parfois assez compact, assez moyen, c'est parce que c'est vraiment le résultat de des pays qui éliraient un véhicule très coûteux ou très très haut de gamme. On se souvient que la Mercedes, il y a une Rolls-Royce qui a été élue voiture de l'année. Non, une Porsche. Une Porsche, avec la 928. C'était il y a 50 ans. Un point de moins que la Yaris cette année. Ah bah pas mal. Ouais. Aujourd'hui, ce genre de résultat, s'il advient, tant mieux. Ça prouvera qu'il y a toujours une diversité de débats, mais on sait que c'est quand même un petit peu moins le cas. Et Adrien Solo a raison, les Allemands adorent la 110, le problème c'est qu'ils l'achètent pas assez, mais la presse allemande la plébiscite à tel point qu'ils ont, je crois que c'est Automotor und Sport, qui avait titré un article, la Boxster, on vous l'a encensé pendant 10 ans, 20 ans, oubliez ce qu'on vous a dit, on s'est trompé.
Ah. Et, Ah ouais. et ça, c'est quand même, c'est pas un journal français, c'est pas le cocorico et les pieds dans la fange qui va le dire. C'est quand même l'organe le plus lu de la presse automobile allemande avec Autobild. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah oui, Ça fait plaisir. Alors, Merci, Allez. merci Guillaume, merci François pour ces éléments. Attends, on a toujours la réponse on a à la réponse question. dernier. Tout à fait, mais justement, je voulais conclure du coup la Et question. on a une bonne réponse. posée. On a, Enfin, on a- on a un quelques début de bonnes bonne réponse. on a un début de bonne réponse. Allez, on y va. C'est Allez. évidemment Fiat Et qui a oui, le plus de titres. Ils ont même eu 2 années de suite le titre. bam bam. Ça, c'est c'était la les Punto et la amortisseurs de Bravo. Fiat. Ah oui, ah bah bravo d'ailleurs. Tout à fait. Donc 9 C'est le cas de titres le pour dire. Fiat. Donc c'est dommage, ils auraient pu passer la 10e cette année. Ça C'est sera parce que pour le moment, leur maximum de BVA sur le groupe Fiat Jeep, c'est 9 vitesses. Donc quand ils sortiront une BVA à 10, peut-être. Peut-être, qui sait. En seconde, on a des ex-aequo en fait. Même score, puisque c'est Peugeot et Renault. Hey, on a Laurental qui nous a rejoint. Bienvenue. Un nouveau follow. Donc avec 7 titres, il me semble. 6 prix, pardon. Six. 6 chacun. Et en 3e position, on a franco-allemand, non, américano-allemand. On peut le dire, Les deux constructeurs américano-allemands d'ailleurs. littéralement. On a Ford et Opel avec 5 prix. Et pour répondre à Célia, effectivement, Volkswagen aurait pu, parce qu'ils ont une position très européenne, très centrale, mais paradoxalement, ils n'ont pas eu tant de nouveautés si marquantes que ça. Hein. D'ailleurs, une gamme Volkswagen, ça se résume à la Golf, à la Polo, à la Passat, et au-delà, on trouve pas Qui ont tant été, que ça. chacune a été une voiture ont d'année. eu. Hein. Mais il se trouve que depuis, en tout cas depuis 5 ans, Volkswagen ne touche rien. Et on peut se dire qu'effectivement, il paye aussi les conséquces d'une image assez désastreuse après le scandale sur les diesels il y a maintenant 5 ans et demi. Ouais. 2015, ouais. Tout à fait. On a encore une question. Du coup, on a parlé des marques. Ouais. Quels sont les pays les plus titrés? On va aller peut-être un peu plus vite, puisqu'en toute logique, les slides d'après déjà. Est-ce que vous avez une petite idée pendant qu'on les charge? Pays les plus titrés. Ouais, et les pays les plus titrés. Ben forcément, avec ce qu'on a devant les yeux, il y a quelques On va dire indices. l'Italie, peut-être. Peut-être. Ah non, moi je dirais la France. Peut-être. France aussi. Bah, si c'est 6-12 alors que l'Italie est pour 9. Ah, non, mais bien il vu, y en a bien vu, d'autres. bien hein. vu, Bien vu. Et puis il y a Citroën aussi. Citroën, ils ont eu au moins 4 parce qu'il y a eu la Citroën, GS, il y a eu le Xara. Oui, pas le Xara oui, c'est Picasso. vrai, c'est Non, vrai. Il y a la CX. Ah, CX. en Allemagne aussi. Et Ah. l'Allemagne est pas mal placée aussi. Allez, on veut savoir. Surtout que là, on n'a pas la réponse sur les fiches, c'est stressant. Non, non, On est dans la ouais, même situation que on est vous. comme Ah, vous. tout à fait. Allez, moi je dirais l'Allemagne en premier. Allez, Romuald, on y va. Ah, la France. Oui, Bravo. c'est la France. Cocorico. Donc, grâce La Slovaquie. grâce à Peugeot, Dans 15 ans. Grâce à Peugeot et à Renault, Citroën, Simca également. Oui. Ils ont eu un titre. Et Talbot? Non. On va Talbot, ils n'ont pas vécu assez longtemps. Non, c'était trop court. Et Panhard? Bah, Panhard, le prix n'existait pas puisqu'il a commencé en 68 et que Panhard a disparu en 67. Voilà, la première voiture, c'est quand même. Les 2 premières voitures sont britanniques, hein, à avoir reçu Ah. le titre. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'Allemagne. Eh oui, l'Allemagne. Forcément avec le Volkswagen, Opel, un peu d'Audi, un peu de Mercedes Mhm. Et une Porsche? et une Porsche. Et une Porsche. Il n'y a jamais eu de BM. Ah, on en parle après. On en parle après. Mais en Ah, effet, mais il y a vraiment jamais des eu de BM. surprises. Mais oui, Merci pour ce quiz. mais oui, tout à fait. Il faut trop un bien. peu d'interaction. Allez, le troisième, du coup, c'est facile. Il nous en reste qu'un. Enfin, il nous en Angleterre. reste qu'un. Ah non, l'Italie. L'Italie. C'est ouais. l'Italie avec 12 titres. Forcément 9 pour Fiat. Ouais. Au moins 2 pour Alfa Romeo et Ouais. un pour Lancia, Ok. qui a eu le droit à son petit titre également. Et en fait, on se rend compte que dans les marques... Alors forcément, il y a des marques étrangères qui n'ont jamais eu de titre. Les Coréens, par exemple, ça ne devrait pas tarder, vu la qualité de leurs produits. Ah, surtout Les que Japonais, on a eu Nissan. Nissan Micra, oui, quand Il a ils ont dit remporté le prix en 91 ou 92 pour la Micra, c'était la consécration, mais ils étaient Oui. plus que contents. Et d'ailleurs, ils avaient tout à fait raison de l'être. Hein. La Micra était d'une excellente qualité à cette époque-là. Mais pour les Coréens, il est vrai qu'on ne va pas dire qu'ils courent derrière, mais on sait que si jamais ils l'obtiennent, ça sera vraiment la consécration ultime de leur intégration aux standards européens. Ça fait, faut qu'ils se dépêchent un peu avant que la Chine arrive en force, hein, parce que ça devrait plus tarder quand même.
Ouais, pour le moment, il y a toujours personne qui est arrivé dans le carré central, le carré final. Hein. Oui, bien sûr. Après, Il n'y a pas non plus tant de nouveautés que ça. Il y a eu que le MGZS dont on a su dont on sait qu'il a quelques lacunes en termes de qualité perçue, oui, bien etc., sûr. etc. C'est génial avec tous ces chiffres et en parlant de carré central, etc. J'ai l'impression de présenter Téléfoot avec Alors, dans la 48e journée, dans le match retour, je peux vous assurer qu'il va falloir faire gaffe au goal average parce qu'il va y avoir de la relégation. Évidemment, bien sûr. Allez, il faudra un an pour voir si ces chiffres évoluent. Et en effet, il y a quelques marques emblématiques qui n'ont pas reçu de prix. Tu as cité BMW, il n'a jamais été dans le classement. Dans le trio de tête, oui, mais jamais en tête. On a Maserati, si on parle un peu italien, en haut de gamme. On peut dire que Maserati. Maserati, tout à fait. On a une réponse aussi pour vous dire que la C4, je crois qu'il y a de la musique. Et on a un nouveau follow. Bienvenue, Matt Numérique. Volvo a eu son premier prix avec le XC40. Ah oui. Donc il ne faut pas l'oublier. Moi j'ai été vraiment assez content parce que Volvo a quand même de bons véhicules et le XC40 est assez particulier dans le monde du SUV. Et on a une petite réponse juste pour la C4. La C4 a terminé dernière, Elvis. Et Devisa, désolé. Oui. Dernière sur les 7 finalistes. Oui, faut pas oublier qu'il y a plus d'une cinquantaine de modèles. C'est quand même une petite victoire quelque part. Elle a fait partie du... D'ailleurs, oui, la victoire, c'est de dire que Citroën, quasiment à chacun de ses gros lancements, C5 Aircross, C4 et il me semble encore avant la C3, réussit à positionner sa nouveauté de l'année dans le dernier carré. Mais c'est comme terminer deuxième ou quatrième à une élection, hein. C'est d'être le premier des derniers et donc celui qu'on oubliera le premier. Hein. Oui. Waouh. Non mais c'était la laisse. Hein. C'était vachement bien. Après, il y a forcément des marques un peu disparues qui ont le titre. Hein. On a cité Rover tout à l'heure, qui était le premier à avoir le titre, qui a eu deux ou trois. Lancia n'a pas encore disparu et elle ne va pas disparaître de sitôt finalement. On a quand même Simca qu'on a cité tout à l'heure. Donc voilà, il y a quelques marques qui ont disparu, d'autres marques qui sont nées, donc Cupra l'a pas eu forcément, très récent, DS évidemment, Seat, on l'a expliqué tout à l'heure, aussi parmi quelques listes de marques qui n'ont pas eu et sait-on jamais, peut-être l'année prochaine. Qui sait, peut-être, les paris sont ouverts. Les grands paris. C'était les autres questions. Ouais. Ah, c'est ça, d'accord. Okay. Qui était une voiture très intéressante. Si on fait 3 secondes, c'était aussi la première voiture avec un haillon fabriquée à Poissy. Et donc elle a été la première à démocratiser le haillon avec la Renault 16 un an après. Quelle voiture tu dis ? La 1307. C'est pas tout à fait vrai. Ah pardon, je me confonds avec la 1100. Imbécile, effectivement, la 1307, c'était 5 ans plus tard. Désolé, oubliez-moi. Il me semble que c'est une voiture italienne qui a inauguré le haillon. Au-delà de ça, oui, ça doit être la... Il me semble que après, les premiers prototypes de haillons, tu les trouvais sur les tractions 11C de 1937. C'est vrai, c'était commercial. Exactement. C'est utilitaire. Vous voyez qu'on part très très loin dans plein phare. On parlait des voitures de l'année à la base et précisément de la voiture de l'année 2021. En parlant de plein phare, la Porsche est bien éteinte. Hein. Ah oui, donc on va la rallumer. Est-ce qu'on peut passer de haillon à baillon ? Oui, oui, tout à fait. Ça fait une excellente... Alors, est-ce que vous voyez les phares du Macan Playmobil à l'écran ? On a voulu jouer au plein phare. Ouais. On a un petit temps de latence entre les écrans et ce qu'on voit. Et apparemment, non, c'est pas flagrant. Hein. On le voit quand même. Si. Normalement, ça se ferme au bout de 5 minutes si quelqu'un veut jouer du chronomètre. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver nos anciennes émissions, puisqu'on a monté ce Macan, on a monté cette coccinelle et on a monté ce combi. Et tout à l'heure, tu le prenais en main. Tu pourrais le reprendre le temps que je confirme qu'effectivement, on dit bien 1307 et Visa, désolé. Est-ce qu'on pourrait dire que Macan Fly ? Évidemment. Allez, 43, 44, on a combien là ? Le problème, c'est que je la fais chaque semaine, ça ne vous en rendez pas compte. Ah bon ? Oui, I believe à Macan Fly. Ah mais tu l'as fait très bien. 44 d'après Célia. Bon bah on va vraiment tenir les comptes parce que 43e comme les échelles qu'on a évoquées il y a quelques temps sur l'émission du dimanche après-midi. Tout à fait. D'ailleurs Guillaume, on t'a oublié, mais tu devais nous parler du Citroën Iberlingo aujourd'hui. Ah mince. Ouais, t'as oublié, ouais. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Bon, est-ce que tu vas nous parler du Hyundai Bayonne alors ? Allons-y. Sans transition, c'est l'actualité, enfin l'une des nouveautés qui a été présentée cette semaine. Elle a été présentée aujourd'hui précisément. C'est le Hyundai Bayonne, c'est le nouveau SUV de Hyundai. Un petit SUV encore qui fait quasiment la taille du Kona en fait. Tout à fait. Donc je sais pas si Hyundai déconne là, mais en tout cas, il crée ce Hyundai Bayonne comme la ville du Sud-Ouest. Bayonne. Et non pas Bayonne qui se trouve plutôt dans le centre-est de mémoire. Oui.
C'est vrai. Donc, le maillon manquant chez Hyundai, peut-être Baillon parce qu'il se manquant. positionne vraiment chez non manquant. Baillon manquant. Baillon, bah oui, c'est un gros, évidemment. Ça rend bien, bravo pour le Donc ça se positionne en face du capture, hein, tout simplement. Et effectivement, il est à 1 cm près, aussi large et aussi long que le Kona. Donc c'est bizarre comme positionnement, mais finalement, quand on regarde le marché mondial, ça arrive souvent que les voitures soient de taille équivalente, mais pas positionnées sur le même segment. Je sais pas pourquoi j'ai la Nissan Sentra et Maxima aux États-Unis en tête. Ah oui, effectivement, t'es parti loin. C'est loin. Je suis parti loin. Si tu dis trop de bêtises, on va te... Contre Bayonne. Mais c'est vrai. Mais peut-être parce que j'ai eu la chance de les conduire tous les deux. Que ça Oh là là c'est là vrai. là. Je me la pète un petit peu. Petit frimeur. Mais Eddie, je sais pas s'il est présent ce soir, il a déjà essayé aussi la Sentra. Et 10, tu nous regardes. Non, je parle de la Sentra, mais c'est pas la Sentra, c'est le modèle au-dessus. La Sentra, c'est la plus compacte. Bon, bref, à nos moutons et à la Bayonne, pardon. Voilà, le style sans surprise, un peu classique. Moi, j'aime bien l'arrière. Moi, j'aime bien les feux verticaux, à l'arrière. Oui. Cette espèce de X est très intéressant. Bon, le reste, c'est un peu plus classique, le profil un peu lourd, l'avant est sans surprise avec les phares à double étage. Et finalement, la calandre, on ne retrouve pas vraiment la calandre Hyundai qu'on a vue récemment, qu'on a vue sur le Tucson. Très impressionnante. Du coup, il est très classique, peut-être plus mondial, peut-être plus conventionnel, donc à chercher des chiffres. On le voit aussi sur l'intérieur. Très classique, même dans le choix de sellerie. Et voilà, il sera proposé à partir de la fin d'année. Est-ce que vous les voyez, les poussières, là, dans les petites stries qui seront à l'intérieur, vachement chiantes à les récupérer avec une petite chiffonnette? Après, on a la chance de voir un intérieur clair en partie basse. C'est vrai, c'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours qu'on voit ça dans le segment B. On le voit quand même chez Renault, aussi bien sur le Clio et Capture. C'est assez intéressant. J'ai pas eu le temps d'aller comparer la calandre avec la petite compacte dont j'ai oublié le nom. i20. La I20. La I20, tout simplement. Non, la i20 est une calandre vraiment. Enfin, là, ce qui est intéressant. En fait, c'est la même planche de bord, en l'occurrence. C'est d'ailleurs la même base technique. Et le 2008, vis-à-vis de la 208. Exactement, c'est la version SUV de l'I20. Voilà, on pense qu'il va quand même fonctionner en termes de succès. On a un coffre de 411 litres. Ils ont beaucoup communiqué sur le coffre. La modularité, somme toute assez basique. On rabat les sièges. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? En termes de moteur, on a des moteurs en micro-hybride, de 2 versions, 84 et 100 chevaux, et une version classique essence. 84 chevaux aussi, je crois. Tout à fait. Prix estimé à partir de 18 000 €. 4 000 € de moins que le Kona. Même taille, finalement, en termes de mètres carrés, elle est moins chère. Exactement, et pour répondre à l'un des commentaires dans le chat, effectivement, on peut dire que le Kona est plus type, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas est positionné en dessous le Bayonne, pardon, est positionné en dessous du Kona. Oui. Et effectivement, dans le marché mondial, Hyundai a beaucoup de SUV. On a effectivement le Venue indien qui est positionné sous les 4 mètres, tout simplement parce qu'en Inde, les 4 mètres sont très importants en termes de taxation. Et on a une autre version dont j'ai oublié le nom. Le Creta, tout à fait. Qu'on avait croisé dans un ancien article, allez sur notre site pour le retrouver, à Versailles, pas plus loin qu'au pied du château de Versailles. Étonnant. Et c'était un Creta d'origine russe, puisqu'il y avait ces plaques russes. Et effectivement, il est aussi fabriqué en Turquie, ce cher Bayonne. Absolument. Donc le Bayonne ne sera pas produit dans le sud-ouest, il n'aura pas son badge 64. C'est pas comme le jambon, du coup. Ah bah, ou quoique, maintenant, vu les scandales alimentaires, on est capable de faire des lasagnes avec du cheval, du camembert avec des pains de lait venus de Pologne. Et oui, le camembert, seul le camembert au lait cru et avec son AOP peut être considéré comme. Et ça, c'est pour vous donner envie de manger si vous êtes à table. N'hésitez pas à nous écouter devant votre repas. Si vous regardez plein phare en mangeant, c'est génial. Bon, on va éviter de vous faire bailler, du coup. Buvez nos paroles et continuez. On va passer sur l'actualité suivante qui nous vient de Suède, avec le Volvo. Non pas C4, mais C40. Ah oui, il y a zéro en plus. Il y a pas le même profil d'ailleurs. On pourrait parler de la nomenclature de Volvo qui a fait beaucoup de tentatives au moment de la sortie de la S40, qui était S4 et finalement Audi avait dit ah non S4 c'est chez nous donc S40. Donc la F4, la version break devenait F40 et là c'est Ferrari qui a dit non ça va pas le faire. C'est pas possible. Voilà, et donc on revient sur un C40. On perd le X, on perd tous les moteurs essence, et ce sera le premier modèle de Volvo 100% électrique. Ah oui.
Ah oui, qui D'accord. n'existera uniquement qu'en électrique. Oui, D'accord, ouais. il sera que proposé en électrique. Il faut savoir que Volvo en a profité pour annoncer certaines choses. Une offre forcément soit hybride, soit électrique dès 2025 et 100% électrique dès 2030. Donc cette C40 qui est la version coupée finalement du XC40 arrivera en fin d'année. Elle sera produite en Belgique, dans l'usine de Gand. On reconnaît quelques signes distinctifs du Volvo XC40, notamment l'avant, même s'il semble restylé. Ouais. Donc est-ce que ça annonce la mise à jour du XC40 ? L'avenir nous le dira. Côté arrière, donc très coupé. C'est vrai qu'entre le C4 de Citroën et le C40 de Volvo, on a quand même des profils proches. Un arrière assez travaillé aussi, qui fait finalement très Citroën, je trouve. Un peu, hein. Conditionné par l'aérodynamique aussi. Il Oui, faut bien garantir sûr, de la même- batterie. Même si les feux sont très typiques de Volvo, avec cette espèce de S sur cette vue de profil, mais c'est Oui. plutôt un C qui remonte, et des feux beaucoup plus en relief que ne laissent imaginer ces photos. Donc l'avant, voilà, on reconnaît la signature du XC40 avec une calandre pleine cette fois-ci, des phares un peu plus effilés. En termes d'autonomie, on nous annonce, j'ai plus les chiffres en tête, 420, et on nous annonce aussi des mises à jour en ligne. En fait, cette voiture on pourra l'acheter qu'en ligne. Ouais. Oui, c'est ce que disait Eric dans les Tout à commentaires. fait. Non, Yann. Elle sera aussi connectée pour des mises à jour régulières. Donc dès qu'il y a des possibles optimisations de consommation, ils le feront. Tableau de bord, bon, c'est la même planche que le Volvo XC40 avec quelques éléments de décoration actifs qui apparaissent sur la bande devant le passager. Ils avaient déjà beaucoup de décoration sur le XC40 en relief, métal, bois, etc. Ça sera étonnant ce point que relève Stig, effectivement, que c'est une voiture qui est avec de l'infodivertissement Android. Ah, nous en avons un nouveau. Bienvenue, j'en ai 43. Et donc on disait oui, Google Volvo, sans être une marque chinoise, appartient quand même à Geely, dont d'ailleurs la patte se retrouve de plus en plus. Lynk & Co, ce n'est jamais que le spin-off de Geely en version haut de gamme, et le spin-off de Volvo, puisque ce sont les mêmes bases techniques. Et j'ajouterais, complètement hors sujet, mais je vous le dis quand même, que l'ancien numéro 2 du design de DS, Ivo Groen, vient de devenir le directeur du design créatif prospectif de Lynk & Co la semaine dernière. Ivo Groen, c'est quelqu'un qui était là chez PSA depuis 20 ans, donc c'est quand même une petite perte. Mais ceci pour dire donc il y aura peut-être un conflit en Chine avec la présence de Google obligatoire dans l'infodivertissement, à moins que Geely sur place ait le software suffisant pour pouvoir le doter. Alors Guillaume, je n'ai pas eu le temps de voir, est-ce que cette voiture a une console flottante à l'intérieur ? C'est une question. Non, pas tout à fait. C'est vraiment le tableau de bord de XC40. Donc c'est pas tout à fait flottant. Il y a un léger truc, mais de dire flottant, non. Ah bah la réponse aussi pour navigateur, ce sera bien du Baidu en Chine et du Google en Europe. Pardon, là, cette fois je... Okay. Voilà, donc elle est présentée très tôt, puisqu'elle sera commercialisée qu'en début 2022. Est-ce à dire qu'ils ont pris des gants pour la présenter alors que c'est une production qui sera faite à... Ah, très clairement. Très clairement. N'hésitez pas d'ailleurs à retrouver sur le Nouvel Automobiliste notre essai du Volvo XC40. On l'a essayé en hybride rechargeable et on l'a comparé également au DS7 Crossback, au BMW XE1. Et je l'avais essayé en version essence il y a quelques années, voire maintenant. Aussi. C'est à l'époque qu'on pouvait voyager pour essayer les voitures. Et là finalement, ça y est, on l'a en tout électrique via ce C40, même si le XC40 existe déjà en tout électrique bien sûr. C'est la même base d'ailleurs. Et comme tu le disais Guillaume, pour conclure, commercialisation à partir de début 2022. Et une vente exclusivement en ligne, ça c'est une première non, mais en tout cas c'est quand même nouveau. C'est pas une première, mais ça permet de pas négocier. C'est vrai. Et puis de ne pas avoir de point de vente physique, qui peuvent potentiellement coûter cher, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, non, on verra. À un moment, il faut quand même un point central, il faut essayer la voiture, il faut. Oui, bien sûr. On verra comment ça se passe. Aujourd'hui, on peut quand même commander déjà des voitures en ligne. Oui. De toute manière, c'est juste un pas supplémentaire. Vers la digitalisation tout à fait. À 100%. Il y aura toujours besoin d'ateliers aussi pour les réparer. Évidemment, bien sûr. Après l'après-midi a été riche, parce elle a été très riche. Bayonne en milieu de journée. Bayonne à 11h. Bayonne à 11h, matinée, effectivement. Bayonne à 11h, je centre des réunions. Volvo 14h30. C40 à 14h30. Et un peu plus 16h. tard dans l'après-midi. Alors, c'est pas une nouveauté qu'on va croiser tous les jours. Est-ce qu'on la croisera un jour ? Peut-être quand on pourra aller voir un Grand Prix. C'est ça. En tout cas, on le verra sur écran puisqu'il s'agit de l'Alpine A521. Donc la saison 1 pour Alpine en Formule 1 2021.
avec forcément des pilotes connus. On a Fernando Alonso. On n'a pas parlé de son accident, je crois que cet après-midi. Alors, oui et non quand même, parce qu'il aurait dû être présent à la présentation, il a préféré ne pas être présent et se concentrer sur sa préparation. Preuve quand même qu'il y a quelques petits jours à rattraper depuis son accident de vélo, certainement, pour parfaire sa condition. Et c'est vrai qu'il y a une petite information en marge de la présentation cet après-midi d'un pilote de réserve. Il n'est nul autre que Daniil Kvyat, que les fans connaissent bien, puisqu'il était pilote, je crois, chez Toro Rosso. Il était le collègue... l'un des deux pilotes de Toro Rosso, qui est l'équipe d'accès de Red Bull. Autre point, effectivement, tu disais que Alonso n'était pas présent à cette présentation. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins les bars et les restaurants sont fermés, puisque sinon il aurait pu faire Alonso Bistro. Ouais, bon, ça se tient pas. C'est pas la meilleure. C'est pas moi en plus. Oh mon dieu, en plus tu voles les blagues. Ah oui, Ouais, ouais. Honteusement stolen, comme on dit. On a quand même Esteban Ocon, malgré le prénom est bien de chez nous. Ah oui, il est même rouennais. C'est un Normand. Waouh. Ah oui. Vendu. Élevé au beurre et au camembert. Ça, c'est quelqu'un. Et le pilote d'essai, alors je vais certainement très mal le prononcer. Enyuzu. Le prononcer comme un chef. Je sais pas. En tout cas, ça sonne bien, je trouve. Enyuzu. Alors, un petit point aussi sur la décoration de cette Alpine. On aurait pu penser qu'elle serait noire parce que le prototype était noir et que la toute première Alpine de Formule 1, parce qu'il y en a eu une, l'Alpine A500, d'où le nom A521, 500 pour l'origine du programme Alpine de Formule 1 et 21 pour l'année 2021, était noire. Parce que c'était un prototype de test qui ensuite a donné naissance aux premières théières jaunes, les premières Renault de Formule 1 en 77. Mais ce qui serait intéressant, c'est aussi de remarquer qu'elle conserve le code couleur qui était en place depuis 2011 chez Alpine, bleu-orange. Bleu parce que bleu Alpine c'est naturel, et le orange qui a été recherché. C'est ce que j'allais dire, je le vois rouge là. Ouais, à ma connaissance, il est rouge. Il est orange. Là, c'est peut-être le côté bleu-blanc-rouge souhaité par Alpine. Ouais. C'est pas impossible, mais peut-être que c'est un orange qui tire vraiment vers le rouge. Ouais. Mais normalement, c'est un orange parce qu'il est en hommage au monoplace, pas du tout. Au modèle d'endurance, notamment l'A220 et l'A221. Je crois, qui courait en endurance donc aux 24 heures du Mans notamment, et qui avait des protèges phares sur les côtés lorsque ce n'était pas des courses de nuit, mais que des courses de 4 ou 6 heures, des protèges optiques orange. Et donc en 2011, lorsqu'ils sont revenus avec la 450B en endurance, ils avaient décidé d'exhumer cette couleur pour dire notre couleur de sport, pour Renault c'est jaune, pour nous c'est orange, et c'est bien une couleur qui vient de notre histoire. Ok, très bien, très clair. Merci pour ce détail. Et je vous en prie. Absolument. Donc on verra si lors du premier Grand Prix, 28 mars. Le 28 mars, ça va très vite arriver. Et oui. Ce sera Bahreïn. La couleur va évoluer. Non, normalement ça c'est la couleur finale. Ça fait très rouge quand même. Et pour même sur les écrans de cet après-midi, on verra. On verra. Le 28 mars, ça va vite arriver. Il reste 26 jours. On croise les doigts que bientôt, que ce soit la Marseillaise pour l'écurie, voire la Marseillaise pour le pilote, puisse de nouveau retentir. Ça fait un peu longtemps. Très longtemps. Mais non, si. On a une victoire il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il n'y a pas eu un pilote français. Alors je suis la F1 de loin, mais Cavallino va peut-être si, il y a eu une victoire l'an dernier d'un pilote français, j'ai oublié Pierre Gasly, oui tout à fait. Allez hop, vous avez le droit de me lapider. Hein. En même temps, vu mon nom de famille, ça serait normal, vous pouvez faire un mur avec ça. Mais vous ne connaissez pas mon nom de famille. C'est néanmoins. On peut essayer de le deviner peut-être. C'est depuis 2009, je crois, que la dernière victoire d'Alonso a consacré une écurie française en Formule 1. Là aussi, Cavallino, si tu as des. Il est parti manger, je pense. Bon appétit. Ou il était vexé parce qu'on n'a pas compris sa blague du début. Oui, alors, il y avait un central et un débat avec Tral. Tout à fait. Mais j'arrivais pas à le lire, c'était trop loin à l'écran. Oui, c'est ça. Du coup, t'as réfléchi et tu. Ah oui. Pas retrouvé. Wow. Et on notera effectivement l'arrivée du Prosecco Ferrari sur les podiums. Donc désormais, ce sera au Prosecco qu'on célébrera les victoires sous la musique. Et donc, mais c'est Gasly qui est rouennais et pas Ocon. Bon. Décidément, c'est pas ma soirée. Merci Yann Drian. Continuez de corriger nos conneries, enfin surtout les miennes, parce que moi ça me fait du bien. Et c'est bien, donc Ferrari sera présent sur tous les podiums cette année, mais pas forcément avec ses pilotes. Et vu la qualité de leur voiture l'an dernier, on souhaite un bon courage à Charles Leclerc. On a fini le tour de je crois, Guillaume, s'il n'y a plus rien à...